Voilà, c'est le sujet du jour et vous n'avez pas ni 2 heures ni 4 heures, messieurs, mais 1 heure et quart. Alors, plus sérieusement, effectivement, donc, on l'a évoqué en introduction de ce colloque, le contexte géopolitique est particulièrement complexe. Je vais vous demander votre avis, Cédric Philibert. Quel éclairage vous pouvez nous apporter sur la situation actuelle, vous qui êtes en charge de recherche sur la situation internationale? Quel est votre regard sur la géopolitique de l'énergie aujourd'hui, au sortir du Covid, après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la modification des circuits énergétiques? Bref, tout ça fait beaucoup de données, soulève beaucoup de questions avec plein d'enjeux. Est-ce que vous pouvez nous apporter votre éclairage? Merci. Je préfère parler de la tentative d'invasion par la C'est vrai. Russie parce que ce n'est pas un succès complet, j'ai cru comprendre. Mais néanmoins, ça a effectivement provoqué un choc important sur l'approvisionnement en gaz de l'Union européenne à une période où on avait un parc nucléaire qui présentait des signes de faiblesse assez prononcés puisque tous les réacteurs des paliers N3, N4 étaient à l'arrêt pour corrosion sous contrainte. Donc cette espèce d'effet tenaille a provoqué une très forte augmentation des prix. Et l'effet quand même majeur, ça a été la décision d'accélérer les programmes de déploiement des énergies renouvelables au niveau de l'Union européenne et au niveau de la plupart des pays de l'Union. Ils ont tous, ou presque tous, remonté leurs objectifs pour de moyen et de court terme. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que, évidemment, les renouvelables, c'est une énergie nationale, domestique, locale. Énergie des territoires. Territoriale, tout ce qu'on veut. En plus d'être gratuite. Alors après, on me dit, oui, mais il y a une dépendance aux fournisseurs de panneaux photovoltaïques. Ce n'est pas faux, mais cette dépendance est d'une nature quand même profondément différente de la dépendance aux combustibles fossiles, qui font encore en France les 2/3 de notre alimentation énergétique, en énergie primaire, et en Europe, c'est encore plus élevé. Pourquoi? Parce que quand le pipeline de fossiles, même si c'est des bateaux, est interrompu, on l'a vu en 1974, on l'a vu en 1989, on l'a vu à chaque fois, les économies européennes et d'autres sont prises à la gorge dans un délai très court. C'est ça qui a provoqué d'ailleurs la création de l'AIE en 1974 pour gérer des stocks de pétrole d'intervention d'urgence. Les délais sont très courts, on n'a pas le temps de se retourner. En revanche, si on a un défaut d'approvisionnement sur des minerais critiques, ce qui est ce qu'on peut craindre légitimement, même s'il n'y a pas vraiment de minerais critiques sur le photovoltaïque, et il n'y en a pas forcément sur les éoliennes, il faut quand même le dire. Il y en a sur les batteries des véhicules électriques et sur les moteurs électriques. Un certain nombre de moteurs électriques utilisent des terres rares, ce n'est pas une obligation. Bref, on peut avoir des dépendances. Le délai n'est pas du tout le même, et toutes les installations qu'on a déjà chez nous continuent de produire. Donc ça n'est pas du tout la même chose. C'est un secteur de l'économie qui se trouve entravé, c'est fâcheux, c'est un problème. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, bien entendu, mais ça n'a rien à voir avec la suspension du fil d'alimentation d'énergie qui fait tourner toute la société, les transports, le chauffage, les industries, etc. C'est deux dépendances qui ne sont pas du tout de même nature. Il ne faut pas les mettre sur un pied d'égalité. Alors moi, depuis 5 ans, donc au sortir du Covid, j'ai l'impression, et je vais vous demander de me dire si c'est juste une impression personnelle, qu'il y a une forte géopolitisation de la question énergétique. Je vais vous donner un exemple. La tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie a montré effectivement, a mis en exergue ce choix qui a posé question de l'Allemagne de s'en remettre au gaz russe. On a récemment une sortie du bois tonitruant de Donald Trump contre l'éolien offshore. Manifestement, on voit que les Français s'accrochent au nucléaire. Est-ce que tout ça, c'est nouveau? Est-ce que c'est spécifique aux 5 dernières années? Ou est-ce que la question énergétique a toujours été une question géopolitique? Oui, ça fait longtemps que c'est une question géopolitique. Depuis au moins le premier choc pétrolier, je crois que c'est assez clair. La nouveauté, vous avez parlé de Trump, ça ne se limite pas aux attaques contre l'éolien offshore maintenant, c'est partout, c'est l'attaque générale contre les énergies renouvelables. Et on constate que depuis 2 ans, ce thème est repris par les extrêmes droites dans toute l'Europe, avec quand même des choses curieuses. Je ne sais pas si vous savez quel est le pays d'Europe qui a le plus de solaire dans son mix électrique. C'est la Hongrie.
C'est la Hongrie de M. Orban. C'est curieux, mais c'est comme ça. Vous savez quel est l'État américain qui a le plus d'éoliens, et de loin? Californie, non? Mais non, c'est le Texas. Donc voilà, on a parfois des réalités économiques qui s'imposent, y compris aux idéologues. Il faut espérer que ça va durer et que l'économie continuera de prendre le pas sur l'idéologie, parce que là, c'est une idéologie totalement rétrograde qui va enfoncer l'Amérique dans le... ça va être un désastre économique en Amérique, je pense, et ça vient très vite. On voit ça aussi en Australie, par exemple. Vous avez, au Queensland, vous avez un nouveau conservateur, un nouveau gouverneur conservateur qui ne veut pas autoriser les champs éoliens et solaires. Du coup, vous avez un certain nombre d'entreprises minières qui disent ah ben, si c'est ça, on quitte le Queensland. Parce que nous, on a besoin, là, on avait 1 gigawatt de projet, ici, on avait 2 gigawatts de projet éolien, solaire avec une batterie, etc. Et ce n'est pas directement leur projet, mais ils sont quand même... C'est parce qu'il y a un PPA qui va couvrir 80% de la production, etc. Donc, ils sont absolument derrière ces projets. Et ils disent, si on ne peut pas faire ces projets, ben, nous, on va changer de... On va aller en Australie méridionale, on va aller exercer notre activité ailleurs. Donc, voilà, maintenant, il y a un conflit entre une idéologie totalement rétrograde et une économie qui veut aller de l'avant avec les renouvelables parce que c'est la source d'énergie la moins chère et elle est décarbonée. Alors s'il y a bien une nouveauté quand même ces derniers mois, ces dernières années, c'est la Chine qui va plus vite que prévu dans le verdissement de son portefeuille, de son bouquet énergétique. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors la Chine, évidemment, a une grande habitude de dépasser ses objectifs, pas tous, hein. Sur le nucléaire, elle est en retard de 5 ans sur ses objectifs nucléaires, mais elle est en avance de 5 ans sur ses objectifs renouvelables. Je pense que là aussi, il y a des réalités économiques derrière, des réalités économiques et techniques qui doivent nous interpeller. Mais de fait, les gens ont été un peu déçus par le discours de Xi Jinping qui n'a pas donné des objectifs aussi extraordinaires qu'on pouvait croire, mais on sait que ces objectifs seront dépassés. Et au fond, c'est bien de donner des objectifs et de les dépasser. C'est quand même ça l'essentiel. Alors c'est vrai que si on prend la Chine aujourd'hui, elle fait plus de la moitié des installations d'énergie renouvelable dans le monde. C'est remarquable. Il y a d'autres pays moins spectaculaires, si j'ose dire, qui mériteraient aussi un coup de projecteur. L'Inde, qui vient d'accélérer fortement sur le solaire. Le Pakistan. Voilà, on a parfois des surprises, des développements qui tout à coup s'enflamment. Parce que voilà, ce sont des solutions que quand ce n'est pas les États qui les adoptent, les gens les adoptent. Et notamment le solaire qui a l'avantage d'être scalable en toutes sortes de quantités. Et donc les gens les adoptent même si leur gouvernement ne s'y engage pas. Alors Phuc Vinh Nguyen, avec vous, on va descendre plus près de nous, avec l'Europe. Comment est-ce que tout ce contexte géopolitique que vient de décrire Cédric Philibert influe avec tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on souhaite mettre en place en Europe? Pour compléter ce qu'a très bien expliqué Cédric, on a eu un mouvement suite à la seconde invasion de l'Ukraine par la Russie, dans ce sens-là évidemment, vis-à-vis d'une accélération des énergies renouvelables, notamment pour faire en sorte de réduire le temps de marginalité du gaz où il est utilisé pour produire de l'électricité. Et donc là, on a eu en fait des effets très concrets en termes de réduction de la pression qui était mise au niveau des marchés de l'électricité grâce à ce surplus additionnel d'énergie renouvelable qui était dans les pipelines et qu'on a pu actionner très rapidement. L'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, vous chiffre que sans cet apport additionnel d'énergie renouvelable, on aurait eu un surcoût de l'ordre de 100 milliards d'euros supporté par les consommateurs au niveau européen entre 2021 et 2023. Donc là, on se rend compte de l'effet concret. On a donc eu une volonté politique qui s'est manifestée de manière assez concrète par des décisions prises dans l'urgence au niveau européen. Le fameux plan REPowerEU qui vient accélérer encore le déploiement des énergies renouvelables, proposer des pistes pour justement octroyer des permis plus rapidement, pour faire en sorte ensuite d'augmenter les pistes pour le biogaz, etc., etc. Et ce dont on se rend compte à l'heure actuelle, c'est que ce sentiment d'urgence, qui a très bien été ensuite documenté au sein des rapports Letta, au sein des rapports Draghi, on est en train de le perdre à l'heure actuelle au niveau européen. Et c'est assez criant. On est en train de le perdre parce que, d'une part, la volonté politique est beaucoup moins forte,
notamment parce qu'on passe d'un agenda qui était lié à la décarbonation, un agenda plus lié à la sécurité et à la compétitivité, et on doit voir comment lier ces agendas de manière concrète, pas forcément au travers d'une dérégulation, mais au travers d'une plus grande complémentarité, et en mettant derrière les investissements qui seront nécessaires, et j'imagine que Benoît reviendra dessus par la suite. Et l'autre point qu'il faut mentionner, à mon avis, c'est l'ambivalence de nos dirigeants européens. Prenez l'exemple d'Ursula von der Leyen. Lorsqu'elle pactise avec Donald Trump pour acheter l'équivalent de 750 milliards de dollars d'énergie fossile, enfin pas que des fossiles, il y a aussi dedans du nucléaire, etc., enfin du nucléaire notamment, nouvelle génération, on se rend bien compte qu'ici il y a une dichotomie entre d'une part les objectifs qui ont été adoptés au cours des dernières années et puis ensuite les actes, les faits. Évidemment, cet accord juridiquement il ne vaut pas grand-chose. Parce que la Commission européenne ne peut pas imposer à des entreprises d'aller acheter du gaz américain, du gaz naturel liquéfié, etc. Mais le signal politique qui est envoyé, il est somme toute assez problématique. Et c'est là-dessus qu'on a besoin d'une clarification en plus haut lieu. Plusieurs initiatives ont été menées jusqu'à présent par la Commission européenne. On peut penser par exemple au pacte industrie propre, ce qu'on appelle le Clean Industrial Deal, qui va dans la bonne direction, mais jusqu'à présent ce ne sont que des communications. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de portée législative. Et le dur, c'est-à-dire que et là où l'Union européenne sera en capacité d'agir concrètement, ça va se matérialiser au cours des années à venir. Il faudra avoir des temps de négociation, et donc là, ça risque de générer de la frustration. Et donc j'aimerais vraiment insister sur une chose, c'est qu'il faut absolument garder en tête le sentiment d'urgence qui nous a guidés au cours de la crise énergétique, faire en sorte de translater ça dès à présent dans les initiatives, dans les décisions qui seront prises au cours des prochains mois. Alors moi, depuis que j'anime des conférences sur le secteur de l'énergie, c'est un petit peu plus de 10 ans, j'entends souvent quelque part cette arlésienne, le fait qu'on veuille constituer une Europe de l'énergie qui finalement n'arrive jamais. Mais j'ai l'impression qu'avec le contexte géopolitique aujourd'hui, les positions nationales se font de plus en plus divergentes. Est-ce que je me trompe là encore ? Ce dont on s'est rendu compte avec l'invasion de l'Ukraine, c'est qu'au départ, chaque État a eu un réflexe nationaliste. Chaque État a tenté de sécuriser de son propre moyen du gaz naturel liquéfié. Chaque État a tenté de la jouer perso. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Un peu comme avec les vaccins Covid. On s'est rendu compte qu'on avait un intérêt à s'allier ensemble, utiliser notre taille critique, notre effet d'échelle, pour tenter soit d'influencer les décisions vis-à-vis d'un rapport de force envers les partenaires internationaux. On en a la capacité, on est suffisamment gros, on n'est pas un chien dans un jeu de quilles quand on est européen. Ça demande une chose, ça demande du leadership politique. Lorsque on voit la réaction des États membres suite à l'accord, encore une fois, entre Ursula von der Leyen et Donald Trump. Au début, ils vont crier au loup. Ils vont vous dire, c'est pas normal, comment a-t-elle pu pactiser, etc. Mais en fait, quel était le mandat d'Ursula von der Leyen ? Les États membres n'avaient pas soit mis de ligne rouge, soit n'avaient pas voulu nommer un négociateur. Prenons un exemple très concret. Au cours du Brexit, on a nommé un négociateur. On le connaît bien en France, c'est Michel Barnier. Il avait un mandat de négociation. Il avait des lignes rouges à respecter. Il avait un accord à faire tenir. Vis-à-vis de Donald Trump, on avait un flou un peu artistique sur les lignes rouges, sur les lignes de négociation qui, in fine, ont conduit à ce type d'accord-là. Il est très important de s'attarder sur cette question qu'on appelle la question de la gouvernance au niveau européen. Si vous voulez construire une union de l'énergie, il faudra un cadre de gouvernance qui puisse adopter, donner une direction dans laquelle aller et sur lesquels ensuite les États membres seront en capacité de le faire. On l'a déjà fait historiquement sur des dossiers qui étaient assez abrasifs au niveau européen. Prenez la politique monétaire. On a créé des cadres où, dans le cadre d'un semestre européen, les ministres se réunissent pour trancher les grandes orientations. Ne peut-on pas reproduire ce type de gouvernance pour faire en sorte, sur la question de l'énergie, de s'accorder sur les grandes infrastructures énergétiques, sur la planification qu'il faudra mettre en place au niveau européen ? Cédric, oui. Je dirais un mot à ce sujet. Il faut quand même relire le TFUE. Le TFUE dit que le mix énergétique est de la responsabilité des États et l'Union européenne est légitime sur les économies d'énergie, sur les renouvelables et sur la sécurité nucléaire, et pas sur le reste. Donc c'est aussi ça qui explique l'absence de mandat. Mais s'il faut renégocier le traité, ça va prendre un certain temps. Puis c'est pas la période très bonne, je pense, en ce moment.
Alors Benoît Leguet, vous êtes directeur général de I4C, donc l'Institut pour la recherche de l'économie sur le climat. Alors vous remettrez peut-être les termes dans le bon ordre d'ailleurs, parce que souvent, j'avoue, je m'y trompe. Institut de l'économie pour le climat, tout Pardon. simplement. Et ben voilà. Et donc ça, c'est rectifié. Alors est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que cette conjoncture géopolitique, cette conjoncture européenne influe sur les investissements qui sont favorables sur le climat, en France notamment, mais peut-être plus largement? Alors peut-être un mot sur I4C avant Oui. tout. Nous sommes un think tank, donc notre métier, c'est finalement d'influer sur les politiques publiques, notamment celles qui impactent le climat. Il y en a un paquet. Il n'y a pas que les lois avec marqué climat dedans. La loi de finances, par exemple, c'est une loi qui impacte le climat. Et on essaye de s'assurer qu'elles sont efficaces, efficientes et justes. Voilà, donc en tout cas, ça c'est notre métier. Il y a un peu de travail. Il y a un petit peu de travail, mais bon, voilà, on aime bien notre travail et voilà, on se prend des portes dans la gueule, mais on avance aussi de temps en temps. C'est toujours un peu gratifiant. Alors, et parmi ce qu'on fait, nous, on aime bien mettre des chiffres dans le débat public. Et regardez, il y a un indicateur qu'on regarde, ce sont les investissements en faveur du climat. Alors pourquoi on regarde les investissements? C'est tout simplement parce que les investissements d'aujourd'hui, c'est ce qui conditionne notre capacité demain à atteindre la neutralité carbone et à nous adapter au changement climatique. Donc il n'y a pas besoin de regarder très très loin, il suffit de regarder déjà dans quoi on investit aujourd'hui, où sont les capex, et ça donne une idée à peu près d'où on va, si on est à peu près en route ou pas pour atteindre la neutralité carbone et s'adapter à un climat qui est en train de changer. Et donc là-dessus, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a tout un tas de raisons. Alors, je ne suis pas quelqu'un de l'énergie, je suis quelqu'un du climat. Il y a quand même un faible recouvrement entre les deux, on va dire, léger recouvrement. Et nous, de plus en plus, ce qu'on voit, c'est les investissements climat. Il y a quand même une valeur intrinsèque à les regarder au-delà de la simple atteinte des objectifs climat. Tiens, ça a été dit par Cédric et par Fuc. Il y a une question peut-être alors de souveraineté. L'énergie renouvelable, c'est a priori quelque chose, alors c'est territorial, local, etc., tout ce qu'on veut. En tout cas, il y a une question de souveraineté. Il y a une question accessoirement de sécurité. Quand on achète, alors j'ai le chiffre que j'ai en tête, mais je laisserai mes collègues me contredire. Quand on achète 1 euro d'énergie fossile, à grosse maille, il y a 15 centimes qui vont dans la poche à Vladimir. Je ne sais pas ce que fait Vladimir avec cet argent, mais je me dis que c'est mieux dans notre poche que dans la sienne, a priori. Donc les dépenses en faveur du climat, c'est peut-être aussi une dépense de sécurité. C'est peut-être la meilleure dépense militaire. Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, il y a aussi une question de finances publiques avec la tentative d'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le bouclier tarifaire, tous les mécanismes de protection des consommateurs qui ont été mis en place, et avec raison, il fallait les mettre en place pour éviter une explosion sociale. En 3 ans, ça nous a coûté la bagatelle de 100 milliards d'euros de finances publiques. 100 milliards d'euros en 3 ans, je parle pour la France. Il y avait peut-être moyen de faire un peu mieux avec ces 100 milliards d'euros si on avait prévu. Question en passant, est-ce que dans le contexte budgétaire actuel, est-ce qu'un tel risque sur nos finances publiques est soutenable? Je pose la question, je vous laisse y répondre. En tout cas, une valeur, disons, à regarder ces investissements. Alors, les investissements aujourd'hui, où on en est, et puis comment la conjoncture fait peser des risques sur ces investissements. En 2024, pour la première fois depuis une dizaine d'années, hors période Covid, on a reculé dans les investissements climat. Donc il faut accélérer, on recule. Alors on ne recule pas de beaucoup, on recule de 5%. Investissement climat, je parle tout ce qui est production d'énergie ou transformation d'énergie pour être plus précis, mais également utilisation d'énergie dans le bâtiment, dans la mobilité. Donc on recule. On est repassé à 102 milliards à peu près d'euros sur ces segments. En 2025, ça devrait être à peu près flat. Si on n'avance pas dans une transition, en fait, on recule. Premier point. Deuxième point, les investissements fossiles, qui doivent baisser très agressivement, sont en train de remonter. C'est embêtant. Donc, sur les deux, on fait plus de vert. Il faudrait faire plus de vert, moins de marron. On fait moins de vert, plus de marron. Tout faux. On fait à grosse maille du surplace, mais encore une fois, il faudrait accélérer. Alors, pourquoi on voit ça? 3 explications. Là-dessus. La première, c'est, j'allais dire, l'environnement économique général. Des taux qui remontent, c'est pas bon quand on fait des investissements intensifs en CAPEX. Deuxième chose qu'on observe sur le bâtiment, typiquement, il y a moins de transactions immobilières. Il se trouve que les transactions immobilières, c'est le moment où on fait des rénovations. Et quand on les fait bien, on embarque de la rénovation énergétique. Il y en a moins, pas de pot. Donc premier élément, j'allais dire, environnement économique général qui vient peser, notamment sur la transition. Deuxième élément, on va appeler ça pudiquement des revers sur les politiques publiques. Je vous donne quelques exemples. Les
normes sur les véhicules électriques qui sont revues à la baisse. Bon, moi, si j'étais un Stellantis ou je ne sais pas quoi, je me dirais, bon, il est urgent d'attendre. Et puis si j'étais un consommateur ou une entreprise, je me dirais, bah, finalement, on va faire le minimum, hein, on va investir au minimum. Donc tout ça, c'est pas très bon. Autre élément sur les politiques publiques, est-ce que vous avez des nouvelles de la programmation pluriannuelle de l'énergie? Ah, ça, je pense qu'il y en a plusieurs ici qui aimeraient bien avoir un peu d'infos. Si vous en avez, on est preneurs. Si, bah pareil. Voilà. Donc moi je me dis, bon, le Premier ministre pourrait peut-être retrouver son stylo et signer le décret qui a déjà été signé une première fois si je comprends bien. Mais il faudrait peut-être retrouver ça, disons sans programmation pluriannuelle de l'énergie. On est quand même sur un secteur un peu stratégique qui doit transiter, ça me semble compliqué d'avancer. Donc là, les pouvoirs publics ne nous aident pas beaucoup dessus. Et puis troisième chose, c'est les dépenses publiques. Alors après une loi de finances initiale, tous les mots ont leur importance, 2024, qui était vraiment excellente. Ah tiens, j'ai oublié dans les politiques publiques. Est-ce que quelqu'un a entendu parler dernièrement du secrétariat général à la planification écologique? Voilà, bon pareil. Voilà, il y a peut-être un sujet autour de ça. On y reviendra dans la deuxième question peut-être. Dernier élément, les dépenses publiques en faveur de l'investissement. Alors les dépenses publiques, c'est essentiel dans les investissements climat. Pourquoi? D'abord, les dépenses publiques, ça permet de financer les investissements publics. Là, j'enfonce une porte ouverte, voilà. Mais s'il y a moins d'argent public, ben, il y a moins d'investissements publics. Alors ça peut être des transports en commun, ça peut être des petites choses comme ça. Et puis il y a moins d'investissements publics de cofinancement dans des investissements privés. Typiquement, la rénovation des bâtiments, c'est essentiellement de l'argent privé, mais tiré avec un petit peu d'argent public. En gros, l'argent public aujourd'hui, c'est 1/6 des dépenses des ménages, des entreprises, des collectivités, de l'État en faveur de la transition. Mais quand ça recule, eh ben c'est l'ensemble de l'investissement qui recule. C'est presque une bonne nouvelle, ça veut dire que c'est de la dépense utile additionnelle. Là, après une loi de finances initiale 2024 qui a vraiment été très ambitieuse en faveur de l'environnement, bon, heureusement, j'allais dire, je suis un petit peu taquin, il y a eu des corrections assez rapides dès 2025, dès début 2025 et dans le courant de 2025 qui ont fait dégonfler la dépense publique. Sur la LFI 25, pareil, et alors là, la LFI 26, ben, je ne sais pas trop où on va être. Voilà, on est encore en train de décortiquer le PLF, mais il y a un sujet dépenses publiques. Nous, on n'arrive pas à trouver, côté I4C, un scénario de financement dans lequel on fait la transition telle qu'elle est planifiée aujourd'hui, avec moins d'argent public. On peut modérer le besoin d'argent public, mais moins d'argent public, ça veut tout simplement dire planification dégradée. Ce n'est pas un problème, c'est simplement qu'il faut le comprendre, l'accepter, vivre avec et se dire, OK, quelles sont les conséquences de tout ça? Il faut piloter. Il faut piloter. Merci. Merci à vous, messieurs, pour cet éclairage respectivement géopolitique mondiale, européenne, et puis un focus effectivement sur les investissements, notamment sur la France. Et pour terminer ce premier tour de table avec vous, Charles Lermite, vous êtes... alors j'ai oublié votre titre exact. Vous êtes... Pardon ? Directeur général des opérations. Voilà, exactement. C'était le terme qui me manquait, de CARE. Donc CARE, vous êtes un énergéticien qui développe des projets partout dans le monde. Alors comment est-ce que vous vivez, vous, en tant qu'industriel? Quelque part, vous êtes sur l'estrade, vous pourriez être dans la salle et inversement. Comment est-ce que vous vivez tout cet environnement avec sa diversité selon l'endroit où on se place? Alors pour vous répondre, déjà, on le vit plutôt mal, on pourrait le dire, d'une manière générale, pardon. CARE, aujourd'hui, on est présent dans plus d'une vingtaine de pays sur 3 continents différents, l'Amérique du Sud, l'Afrique et l'Europe. Et aujourd'hui, on est soumis à finalement des tensions assez fortes, à la fois pour disposer des capitaux nécessaires pour investir. Donc on a eu un renchérissement des conditions de financement. On est sur un contexte en termes de compétition réellement accru avec de nouveaux acteurs. Alors, en fonction des géographies dans lesquelles on est, sur lesquelles on ne joue pas tout à fait avec les mêmes armes. Et puis, d'une manière générale, on a eu également une tension auprès de nos fournisseurs sur les délais de livraison de nos turbines, de nos modules, de nos batteries, les délais de mise à disposition du raccordement. Donc, on est sur une période, je pourrais dire, assez tendue et on subit un petit peu ce qui se passe. Alors, comment est-ce que vous vous adaptez? Parce que malgré tout, il faut bien les sortir de terre, les projets. Je vous dirais bien que de toute difficulté ressort également des opportunités. Et puis la force qu'on a aujourd'hui, c'est d'être présent dans plus de 20 pays. Et bon, tout à l'heure, on parlait de divergence des politiques publiques. Quelque part, cette diversité des situations fait qu'il y a certains pays dans lesquels on est qui réaccélèrent, d'autres pays, dont la France, on peut le dire, qui ralentissent. Et ça nous permet finalement de garder un équilibre au niveau du groupe dans lesquels la tendance globale, elle reste très largement positive.
Alors, j'évoquais tout à l'heure avec Cédric, effectivement, la manière dont la Chine s'est emparée des énergies vertes. Vous, comment est-ce que ça vous impacte? Est-ce que là encore, on peut parler d'une opportunité ou au contraire, est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un peu des deux? Alors, sur le volet opportunité, on ne peut pas dire autre chose que le fait que la Chine soit devenue aujourd'hui le premier fournisseur de la plupart de nos composants photovoltaïques, batteries. Ils sont en train de prendre une avance phénoménale également en termes d'électrolyseurs. Et puis, j'allais dire, le bastion européen éolien qui était prédominant jusqu'ici voit arriver des turbiniers qui sont respectivement les premiers, deuxième, troisième et quatrième mondiaux, grâce essentiellement à leur marché intérieur, hein, il faut bien le dire. En combien de temps? Ça, en une dizaine d'années, même pas? En moins d'une dizaine d'années, ils ont pris toutes les premières places. Mais encore une fois, sur la Leur base d'un marché. marché intérieur extrêmement fort. Alors, il y a forcément des opportunités technologiques. Il y a beaucoup de recherche et développement qui se fait aujourd'hui en Chine et qui se fait un peu moins en Europe. Sur le biais des menaces, là, c'est un petit peu, c'est un sujet un peu différent. C'est que les fournisseurs chinois aujourd'hui proposent également des solutions de financement, commencent à racheter les projets et finalement de la position de fournisseur, ils sont en train de devenir des compétiteurs. Donc on les retrouve très clairement dans le cadre des appels d'offres auxquels on répond. Alors au départ, c'était dans le Caucase, après au Moyen-Orient, en Afrique, maintenant en Europe de l'Est. Et on voit que la plupart des fournisseurs de modules, de batteries ou d'éoliennes sont en fait aujourd'hui des concurrents sur les marchés qu'on adresse. Alors là, on voit avec votre prise de parole, et puis d'ailleurs toutes celles qui étaient avant, on joue un peu, on va dire, en défensive, j'ai l'impression aujourd'hui sur le monde de l'énergie, enfin globalement sur le monde de l'industrie. Et j'ai envie de poser la question un peu à vous tous, et je vais repasser le micro parmi vous quatre. Comment est-ce qu'on reprend l'ascendant? Et je vais commencer par vous, Phuc Vinh Nguyen, de savoir comment est-ce qu'en Europe on s'organise justement pour éviter de subir ce climat qui est, on peut dire, quand même défavorable, voire pour ne pas dire délétère. Comment est-ce qu'on s'organise? Quelles sont vos préconisations pour relancer la machine? Déjà, je pense qu'il faut se rendre compte d'une chose. On ne déploie pas des technologies propres juste pour le fait de déployer des technologies propres quand on est la Chine. On le fait dans une logique de rentabilité économique. Et là-dessus, les derniers chiffres qui ont été sortis par Bloomberg sont assez intéressants. J'ai cru que vous alliez dire on le fait dans une logique de décarbonation. Non. Mais vous nous dites dans une logique économique, c'est intéressant. Mais regardons les derniers chiffres de Bloomberg. 180 milliards de dollars ont été générés par la Chine l'année passée sur les ventes des technologies propres. Si vous comparez au montant des revenus des énergies fossiles côté américain, on est à 150 milliards de dollars. Et là-dessus, vous vous rendez compte qu'en fait que nous, à la différence des États-Unis, on n'a pas d'énergie fossile sur notre sol. Par contre, on a une capacité de déployer une industrie en Europe des technologies vertes. Et donc de créer aussi derrière un modèle économique qui soit viable. Évidemment, la Chine part avec incontestablement une longueur d'avance. Mais il va falloir réussir à se poser des questions très concrètes sur quel type de technologie sur lesquelles il faut investir à l'heure actuelle parce qu'on n'a pas encore de retard technologique suffisamment fort pour justement permettre, en se coalisant au niveau des 27, de mettre de l'argent en commun. Il y a de nombreuses initiatives qui peuvent être déployées, ce qu'on appelle les projets d'intérêt commun, intérêt économique européen, les alliances qui peuvent être créées, par exemple l'alliance de la batterie au niveau européen, pour faire en sorte de mettre en commun la recherche pour, in fine, rivaliser avec la Chine. Et puis ensuite, il faut réfléchir à quels sont nos avantages comparatifs. Nous, en tant qu'Européens, on a quand même un marché de 450 millions de consommateurs. À partir du moment où vous décidez de parler d'une seule et unique voix, d'aller voir la Chine et de leur dire on va tenir bon sur nos standards de CO2 en 2035, on va continuer à faire en sorte de promouvoir l'électrique au niveau de la mobilité électrique, eh bien la Chine va continuer à produire ces technologies-là. Et nous, si on n'arrive pas à mettre en place cette industrie au niveau européen, eh bien on l'achètera à la Chine. Par contre, l'autre alternative, c'est de dire en fait, on va tenir bon sur ces objectifs et on va ensuite produire localement, mettre en place des critères de contenu local, mettre en place des critères qui vont justement permettre l'essor de cette industrie au niveau européen. Charles L'Hermine, vous pensez effectivement qu'on a les capacités aujourd'hui de réindustrialiser en France, en Europe plus largement? Ou est-ce que c'est perdu d'avance, pour le dire clairement? Non, je ne pense pas que ça soit trop tard, mais on a vraiment besoin de continuité et de cohérence. Alors si on parle du marché européen, nous aujourd'hui, on a autant de marchés que de pays, avec des politiques qui ne sont pas toujours cohérentes les unes avec les autres.
Et après, on a le problème de la continuité. Vous avez parlé de la PPE tout à l'heure. Clairement, aujourd'hui, c'est compliqué pour nous de continuer à investir dans le développement de projets quand on n'a plus de visibilité à court terme ou à moyen terme. Après, en termes de, j'allais dire, d'adaptation au contexte mondial, moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que les Chinois ont très largement anticipé la mise en place des nouvelles normes en Europe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plans net zéro qui sont installés en Mongolie ou dans d'autres provinces chinoises sont déjà totalement alimentés par de l'énergie verte. Et donc, c'est des produits qui, du point de vue décarbonation, sont déjà des produits exemplaires. Donc, je suis assez d'accord sur le fait qu'il faut reprendre un pas d'avance là où ça n'est pas encore trop tard et que surtout, il faut jouer collectif. Les autres jouent collectif. On y reviendra effectivement au fait de jouer collectif et notamment quand on est des acteurs privés. Retour avec vous, Monsieur Nguyen. Je ne voulais pas vous couper, mais en même temps, je voulais effectivement qu'il y ait cet échange sur la question de l'industrie. Qu'est-ce que l'Europe aujourd'hui a mis en place quelque part pour se protéger justement de cet afflux industriel, notamment qui vient d'Asie du Sud-Est avec la Chine? On a tous en tête le NZIA. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il est suffisant ou est-ce qu'on devrait aller plus loin? Non, le NZIA, c'est une première brique qui acte un passage au niveau européen vers une logique un peu plus protectionniste, un peu moins naïve, il faut aussi le dire, mais qui devra être à la fois complétée et en même temps très rapidement mise en œuvre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsque vous regardez le rapport Draghi qui dresse justement un bilan en fait de l'avance technologique comparée à la Chine, aux États-Unis, on se rend bien compte que dans des contextes nationaux où les budgets sont contraints, dans des contextes où au niveau européen, il va y avoir des discussions relatives au cadre financier pluriannuel, donc c'est-à-dire le prochain budget européen sur les 7 prochaines années à partir de 2028, l'argent public se fait rare. Et donc, la question qui va se poser, c'est comment est-ce qu'on l'alloue de manière intelligente et comment on fait en sorte ensuite de créer un effet levier pour justement attirer le privé. Il y a un enjeu derrière de générer de la prévisibilité pour les industriels qui est très importante et qui demande de la stabilité réglementaire. Et puis il y a aussi un enjeu au niveau européen de réussir à capitaliser sur les atouts dont on dispose à l'heure actuelle au niveau européen. Et là, il y a un certain nombre de choix technologiques qu'il faudra faire aussi en sorte que chaque État membre voit quelle plus-value il peut apporter dans la chaîne de valeur européenne. Ça ne sert à rien de se faire une compétition interne au niveau européen, parce que derrière, on va s'éclater au niveau de la concurrence internationale. Et donc là, il y a vraiment une logique de où est-ce que moi je peux m'insérer dans la chaîne de valeur européenne pour apporter une plus-value, créer de l'emploi, une spécialisation, et derrière faire en sorte que cela s'inscrive dans un projet d'ensemble au niveau européen. Et là-dessus, évidemment, il y a plusieurs initiatives qui vont être menées. La Commission européenne va, et je pense que c'est très intéressant ce que fait I4C de manière générale au niveau aussi européen sur le chiffrage des investissements et du déficit climatique. La Commission européenne va publier en fin du mois de novembre une estimation en termes de technologie sur combien d'argent il faudrait ajouter pour tenir les objectifs, ce qui en fait rejoint beaucoup en fait, la méthodologie développée par I4C. Et là, on se rend compte qu'on pourra, sur base de ces critères qui ont été posés, tenter de déterminer là où l'argent devra être mis, là où les technologies pourront être favorisées au niveau européen. Alors, vous parliez de préconisation pour que les pays s'accordent. Moi, j'ai eu l'impression que vous parlez, quand je vous écoutais, si on n'était pas sur le colloque national France Renouvelable, j'aurais eu l'impression que vous parliez de Airbus, de Ariane, etc. Est-ce que c'est ce que vous préconisez? C'est le fait que les pays d'Europe s'harmonisent ou s'accordent pour pouvoir créer des projets communs, notamment relatifs sur les énergies renouvelables, pour ce qui nous intéresse? Il existe plusieurs projets d'intérêt commun au niveau européen, déjà. Des alliances ont aussi été menées, par exemple, sur la question des petits réacteurs modulaires nucléaires. Il faut en tout cas réussir à réfléchir sur la manière dont, au niveau européen, on évite, si on est allemand, si on est français, de mettre de l'argent public là où la technologie est peut-être plus mature ailleurs. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on va tenter de faire? On va tenter juste de rattraper un retard sur un concurrent interne au niveau européen, là où l'objectif c'est de rattraper le retard vis-à-vis des concurrents externes. Et c'est en fait le grand message porté par le rapport d'Enrico Letta. Alors, il faut rappeler que Enrico Letta est le président de l'Institut Jacques Delors, donc là je suis peut-être un peu biaisé dans mes propos, mais le message est quand même de dire de tenter d'utiliser l'effet d'échelle, tenter d'utiliser comment au niveau européen on est plus unis et fort à 27 qu'avec cette fragmentation des marchés.
Et ça passe par un certain nombre à la fois de réformes en matière de gouvernance de l'énergie, une plus grande intégration du marché de l'énergie avec des interconnexions, et ensuite aussi un plus grand alignement au niveau des dépenses. Cédric Philibert, selon vous, on a encore les moyens de reprendre la main sur ce terrain au vu de notre dépendance sur les matériaux critiques, de cette industrie effectivement très puissante qui se situe hors de nos frontières? Moi, ce que je sens maintenant, c'est une hésitation. C'est le cheval qui refuse l'obstacle. C'est l'industrie manufacturière automobile qui dit oh, repousser la date de 2035. C'est dans 10 ans. En 10 ans, on peut faire des choses formidables. En 10 ans, on peut faire énormément de choses. C'est absurde de dire on va continuer à vendre des voitures thermiques neuves après 2035. Alors qu'on pourra en acheter jusqu'en 2034, qui pourront rouler jusqu'en 2050. C'est vraiment un refus d'obstacle. Et je crois qu'on s'adresse au pouvoir public, mais il faut aussi s'adresser aux industriels. La bataille de demain, c'est la bataille de l'électrification. Derrière la bataille des renouvelables, et pour ceux qui y croient, du nucléaire, mais les gens du nucléaire devraient être d'accord là-dessus, la bataille, c'est celle de l'électrification. L'électrification des transports, des industries, des bâtiments. C'est le thème de la table ronde à suivre. Oui, mais c'est pour dire son importance. C'est pas anodin non plus. Hein. Je suis payé ici pour faire des transitions. Bon, donc, des transitions énergétiques, bien sûr. Donc voilà, c'est évidemment très important de jamais perdre ça de vue. La Chine est en avance sur nous sur le taux d'électricité dans l'énergie finale. Elle est en avance sur nous. Elle est déjà dans la bataille d'après. Donc c'est vraiment essentiel de continuer là-dessus. Après, il y a une autre bataille qu'on est en train de perdre. Mais peut-être qu'un Parlement libéré du 49.3 va nous produire des choses intéressantes. C'est la bataille de la simplification administrative, parce que qui souffre le plus de la suradministration en ce moment, c'est les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, on a ce phénomène stupéfiant qui est que les appels d'offres pour le solaire au sol, c'est plus cher ici qu'en Espagne, ça on comprend pourquoi. Mais aussi qu'en Allemagne, qu'aux Pays-Bas, qu'en Belgique, qu'au Royaume-Uni. Je veux dire, plus on va dans le nord et moins le solaire est cher. Il y a quand même un problème, non? Le problème, c'est de la suradministration, les empilements successifs, les recours successifs, les difficultés incroyables à sortir des projets. Le cas de l'éolien cette année est absolument pathétique. Ils n'ont pas voté de moratoire, mais c'est un moratoire de fait de sortir moins de 500 mégawatts en un semestre. C'est épouvantable, surtout que dans les pays, on n'est plus ici à France Énergie éolienne, mais quand même, il faut le redire, dans les pays tempérés, on a plus besoin d'éoliennes que de solaire. Parce que sinon, il nous faut des stockages intersaisonniers considérables. Donc, il faut vraiment marcher sur deux jambes. Et là, on n'y arrive plus. Alors peut-être que les gens qui, à droite, veulent absolument simplifier l'administration vont retrouver ici les gens qui, à gauche, et les écologistes veulent développer les renouvelables et aboutir à quelque chose d'intéressant. Alors là, vous nous parlez au niveau spécifiquement français, oui. Mais au niveau plus largement mondial, européen. On évoquait tout à l'heure les dispositifs qui étaient mis en place aux frontières de l'Europe pour tenter de protéger un petit peu notre industrie, ou en tout cas nos filières. Est-ce que selon vous, au vu de votre regard de recherche internationale, est-ce qu'on est trop timide? Est-ce qu'on devrait aller vers plus de protectionnisme? Parce que clairement, c'est ce que certains prônent complètement, c'est de se mettre à niveau de ce que font les autres. Aujourd'hui, on a une guerre commerciale, notamment entre la Chine et l'Europe, et les États-Unis, dont l'Europe est un petit peu le grand perdant finalement, attaqué de toutes parts. Est-ce qu'on a besoin d'un protectionnisme plus fort? C'est un équilibre délicat à trouver, je pense. Vous avez des pays qui ont mis des barrières protectionnistes très fortes sur les énergies renouvelables et qui, du coup, se retrouvent avec des industries totalement dépassées. Hein, un grand pays d'Amérique latine où on parle portugais est dans ce cas-là. Donc il faut faire attention et surtout il faut arrêter de penser que la compétition entre nations c'est la même chose que la compétition entre entreprises. Je vais donner un exemple. Si Pepsi Cola s'effondre demain, les chômeurs qui avant travaillaient chez Pepsi achèteront peut-être un peu moins de Coca-Cola, mais globalement Coca-Cola va se trouver plutôt mieux. Si l'Amérique s'effondre, l'Europe ne va pas se trouver mieux, parce qu'elle perd un immense marché. Si la Chine s'effondrait,
l'Europe ne se trouverait pas mieux. Donc la compétition n'est pas de même nature qu'entre les entreprises. Et ça, c'est quelque chose que malheureusement Trump n'a pas du tout compris, visiblement. Mais beaucoup d'autres gens ne l'ont pas compris. Beaucoup d'autres gens qui nous expliquent toujours que voilà, on est en compétition entre nations. Ce n'est pas si simple. Et il faut plutôt trouver les voies d'une coopération multilatérale, parce que le climat a besoin de ça. Et évidemment, là-dedans, il ne faut pas être complètement naïf et être les seuls à jamais se protéger quand les autres se protègent. Donc, il faut exiger des réciprocités, bien entendu. Mais il faut faire attention avec ça. Et je donnerai un dernier exemple. Pour avancer sur l'électrification de l'industrie, alors que l'électricité, en général, coûte plus cher, sauf quand elle est plus efficace, ça, mais quand même coûte plus cher que le combustible fossile utilisé directement dans l'industrie. On a besoin d'accords internationaux sectoriels. Un accord sur le contenu CO2 de la tonne de ciment, de la tonne d'acier, surtout de ce qui est commercialisé internationalement. On en a un exemple maintenant qui va peut-être passer cette semaine. C'est le premier du genre. La Chine le soutient. Les États-Unis le combattent. C'est l'accord de l'OMI sur le plan net zéro du transport international maritime. C'est extrêmement important. Avec des accords, si on a des accords internationaux, on pourra avancer dans l'électrification et la décarbonation des industries lourdes. Si on n'a pas ces accords internationaux, ça sera extrêmement difficile. Et la situation, évidemment, s'y prête guère pour l'instant. Et surtout, on voit Trump là qui menace de mettre des barrières tarifaires à tous ceux qui vont voter. Il veut les punir de leur vote en faveur de cette mesure qui a été adoptée par l'OMI en avril, mais qui doit être votée définitivement cette semaine à Londres. Alors moi, je veux qu'on revienne avec vous également, Benoît Leguet, sur la question des financements. Tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a marqué dans votre prise de parole. Vous avez souvent répété, il y a moins. Il y a moins de ceci, il y a moins de cela. J'ai envie de vous poser une question très simple. Comment est-ce qu'on relance la machine de manière dynamique? Parce que là, on a fait effectivement l'inventaire de ce qui ne fonctionnait pas. Et l'idée, c'est de se dire, quels sont vos précaux, en l'occurrence, pour se dire, on relance la machine? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut quand même la relancer, mais le temps est un petit peu compté. 3 éléments. Premier élément, restaurer de la visibilité. On en a déjà parlé, que ce soit pour les industriels, pour les collectivités, pour les ménages, restaurer un petit peu de visibilité. Et ça passe par alors désolé pour le gros mot, un truc qui s'appelle de la planification. Alors la planification, c'est pas le Gosplan, c'est simplement se donner des lignes directrices, une vision, des moyens et puis surtout des cibles un petit peu sectorielles afin de permettre ensuite aux acteurs privés de déployer du capital. Et donc là, 2 suggestions, mais j'en ai déjà parlé. Il y a un machin qui s'appelle le SGPE qui a disparu à peu près avec le départ de Borne de Matignon, voilà, qui a un peu connu sa traversée du désert. Il y a un nouveau secrétaire général à la planification écologique. Donc moi, j'essaye de voir les choses du côté positif. Quelqu'un de nouveau, nouvelle équipe. Il peut se passer plein de choses sympas, mais il faut simplement s'assurer qu'il a les moyens de pouvoir œuvrer. Deuxième chose, toujours sur la planif, on en a parlé, PPE 3. Bon, là, vu ce qui s'est passé hier au Parlement, à l'Assemblée nationale, je me dis, si, c'est peut-être pas mal, il y a peut-être justement les conditions pour signer la PPE 3 maintenant, sans se prendre une censure. Je dis ça, je dis rien, mais en tout cas, c'est plus accessible maintenant qu'il y a quelques jours. Et en tout cas, on a intérêt à le faire, me semble-t-il, pour tout un tas de raisons. Donc voilà, visibilité, remettre en selle la planification écologique au sens noble du terme, encore une fois, c'est pas le Gosplan, mais simplement prévoir et faire en sorte que les acteurs économiques comprennent que les pouvoirs publics ont une vision. Deuxième chose, un plan de financement. Quand on planifie, il faut un plan de financement. De même que quand vous faites une rénovation de votre logement, vous avez en général un plan de financement, vous n'avez pas simplement des objectifs techniques. Donc un plan de financement, ça commence avec le PLF 26, on en a parlé, là on a eu une loi de finances 25 un petit peu rock'n'roll. Loi de finances 26, il faut se remettre à l'ouvrage. Donc 149.3, on va voir ce que ça donne. On peut avoir un truc complètement Frankenstein à la fin, mais du point de vue de la planification écologique, quelque chose à préserver. Il y a les capacités d'investissement des collectivités locales. C'est un truc un peu compliqué, mais la clé de la transition réside quand même pas mal là-dedans. Deuxième chose, s'assurer de l'efficience des dépenses vertes. Je suis vraiment en faveur des dépenses vertes, mais il y en a tout un paquet qui sont parfaitement inefficientes. C'est aussi les revoir, s'assurer que chaque euro public dépensé... Vous avez un exemple à nous donner? Ou des exemples. Alors dans l'agriculture ou la forêt, par exemple, il y a tout un tas de choses qui sont verdâtres, mais qui pourraient être beaucoup plus vertes. Sur la question de l'adaptation au changement climatique, ça nous éloigne un peu de notre sujet. Il y a tout un tas de politiques publiques qui dépensent un peu en faveur du vert.
la transition écologique, mais qui ne sont pas, par exemple, adaptés au changement climatique, sur la rénovation des bâtiments. C'est ballot. Donc s'assurer, et oui, sur la rénovation des bâtiments, c'est un peu ballot. On rénove, on fait du net zéro, on oublie que le climat est en train de changer. Ça serait ballot de devoir refaire les travaux dans 20 ans, 10 ans, 5 ans, tout simplement parce qu'on a oublié ça. Et puis, un truc que je l'ai déjà dit, on ne va pas pouvoir faire la planification telle qu'elle existe aujourd'hui avec moins d'argent public. Donc il faut que les crédits augmentent. Je suis désolé pour les autres politiques, mais si on veut faire cette transition, il faut que les crédits en faveur de la transition augmentent. Et si on coupe dans les crédits en faveur de la transition, il faut mettre en place des politiques relais, c'est-à-dire des obligations, de la norme, de la fiscalité. Ça n'a pas trop le vent en poupe en ce moment, mais dans certains cas, ça peut être extrêmement efficace de mettre de la norme plutôt que de la dépense publique. Pour donner un exemple au hasard, pour acheter un véhicule électrique, voilà, moi je suis CSP+, etc. Je ne suis pas certain que j'ai besoin d'une aide. Voilà. Par contre, j'ai besoin d'une offre en véhicule électrique, pas tellement d'une aide. Voilà, je ne suis pas à 5 000 ou 10 000 euros près. Pardon. Le jour où j'aurai besoin d'acheter un véhicule électrique, en tout cas je le ferai comme un grand. Et j'imagine, je ne suis pas le seul dans ce cas. Par contre, on peut mettre les aides sur les personnes qui en ont vraiment besoin pour acheter des véhicules électriques. Troisième et dernier point, je vais aller sur ton terrain, Fuc, sur le cadre européen. La France n'est pas une île, il y a quand même un cadre européen. 2 suggestions. Pardon, j'ai oublié pour la France, PLF 26. Il y a un autre machin à surveiller qui s'appelle la SPAFT. Désolé pour les acronymes, Stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique. Oui, vous ne l'avez pas lu, c'est dommage, hein, mais c'est un document clé de la politique publique française. Première édition sortie l'année dernière. Je qualifierais ça de sombre bouse pour rester poli. C'est pas une stratégie pluriannuelle de financement de la transition écologique. La deuxième version va sortir là en même temps que le PLF 26. Qu'est-ce que c'est? C'est le plan de financement de la transition écologique vu de la puissance publique. C'est quand même pas mal, enfin il y a pas mal d'entrepreneurs dans la salle. Est-ce que vous avez un PMT? Un plan à moyen terme? Vous avez ça normalement? Bah, c'est pas mal. Ben, la France n'a pas vraiment de plan de financement à moyen terme de la transition écologique. Surprenant. Donc là, on va arriver, surveiller la SPAFT. C'est quand même quelque chose qui, à mon avis, peut être assez puissant. La SPAFT, ouais, c'est compliqué à dire, mais ça, en hiver surtout, c'est pas mal. SPAFT, ça s'expétore. Sur le cadre européen, 2 choses. Il n'y a pas plus de SPAFT au niveau européen. On a des plans nationaux énergie-climat, vaguement coordonnés, voilà. Et puis, il y a un cadre financier pluriannuel par-dessus, et puis des politiques budgétaires nationales. À un moment, si on est sérieux, il faut que les plans nationaux énergie-climat s'accompagnent des moyens qui vont avec, et que tous les États de l'Union européenne fassent des SPAFT, pardon pour le français, et que la Commission vérifie que ces SPAFT sont à la fois permettent de mettre en œuvre les objectifs qu'on s'est fixés, et puis accessoirement, si on veut, restent dans le cadre des critères du pacte de stabilité, etc. Voilà, ça pourrait être pas mal. Ça évite de se raconter 2 histoires divergentes. Une histoire climat-énergie d'un côté, on atteint le net zéro, etc. Et une histoire budgétaire de l'autre, qui raconte en fait 2 histoires parfaitement divergentes. Deuxième idée, et là c'est une proposition intéressante de la Commission, le CCT, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, l'outil de coordination de la compétitivité. Pour rebondir sur ce que disait Fuc, il y a un sujet clean tech. Enfin, il y a quand même un sujet clean tech, et aujourd'hui, on a plein de petites îles en Europe qu'il va falloir coordonner. On n'est pas très bon pour faire des politiques industrielles en Europe, mais il va falloir peut-être changer de braquet. Les clean tech, en tout cas, ça répond complètement à la logique du rapport Draghi. On est vraiment à l'intersection de l'environnement, parce que c'est ma cam, mais de la compétitivité et j'allais dire de tout ce qui est souveraineté. On est complètement dedans. Les clean tech, c'est clé. On n'a peut-être pas vocation à soutenir toutes les clean tech de la planète en Europe, mais en tout cas, il y a un certain nombre. En tout cas, il faut se poser des questions à chaque fois, se dire tiens, celle-là, est-ce qu'on la soutient ou est-ce qu'on laisse les autres faire? Et si on soutient, comment on fait, etc. S'il y a un besoin de soutien, comment on fait, etc. Là, en tout cas, cet outil, c'est assez prometteur. On sort dans 2 semaines un rapport justement pour faire des propositions pour rendre cet outil un petit peu plus efficace, en tout cas, que ce qui est envisagé aujourd'hui. Merci à vous. Charles Lermite, vous qui êtes l'entrepreneur quelque part de la table ronde, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été évoqué par rapport aux difficultés administratives, aux préconisations en matière de planification, etc. Quelque part des pistes de solutions qui permettent aux industriels de repartir de l'avant, comme je le disais tout à l'heure. Sur le volet harmonisation, je ne peux qu'abonder. Le fait d'avoir des appels d'offres au niveau européen notamment, qui soient cohérents les uns avec les autres, nous aiderait grandement. Moi, je voulais revenir sur la notion d'effet de levier. Comment on peut garder nos industries, faire revenir nos industries? Je pense qu'il y a tout simplement une notion de local content, qu'il est quand même de contenu local, qu'on peut facilement intégrer dans les cahiers des charges des appels d'offres. Ça existe dans pas mal de pays, ça fonctionne. Et ça permettrait quand même
à minima de flécher des capitaux publics vers des entreprises qui sont essentiellement européennes. Donc ça veut dire quand c'est Made in France ou Made in Europe, en fait, il y a les bonifications. Vous avez des idées plus particulièrement de... Il y a un exemple qui a été évoqué tout à l'heure et qui n'est pas forcément le meilleur, qui est l'exemple brésilien, mais l'idée c'est d'avoir un pourcentage de la valeur globale de l'investissement qui soit produit dans le pays d'accueil. Et pareil, je voulais rebondir également sur la politique européenne. Nous, on est présents dans des pays qui ne sont pas partie prenante de l'Union européenne, qui sont en marge. Alors, le UK qui en est sorti, l'Islande, la Moldavie. Et on voit quand même beaucoup de capitaux européens qui viennent favoriser le développement des énergies renouvelables dans des pays qui veulent rentrer dans l'Union européenne ou certains qui viennent d'en sortir. Et je pense qu'à minimum, il faudrait que cet argent soit déployé avec un peu plus de contrôle parce qu'aujourd'hui, on voit que des appels d'offres organisés par Bruxelles bénéficient à tout sauf à des Européens. Et ça, je pense aussi qu'il faut, du côté de Bruxelles, avoir un contrôle peut-être un peu plus fort de la manière dont l'argent public européen est déployé en périphérie de l'Union européenne. Alors là, loin de moi de faire un focus spécifique sur la Chine, parce que c'est vrai que j'en ai beaucoup parlé et à chaque fois j'ai relancé dessus. Mais aujourd'hui, comment est-ce que les acteurs français, européens peuvent s'organiser entre eux pour faire face effectivement à cette puissance quasi sans égale dans le monde? Alors il y a deux leviers de réponse. Il y a un levier de réponse au niveau industriel et moi je voudrais justement finir un peu par une touche d'optimisme. On voit le gap de prix sur certains produits, notamment les turbines. Les gaps de prix entre turbines chinoises et turbines européennes ou américaines qui se rétrécit. Donc on voit qu'il y a quand même une réaction de nos turbiniers pour sortir des plateformes plus compétitives et qui, j'en suis sûr, à la fin vont permettre de garder des marchés significatifs. Donc il y a une organisation industrielle, une coordination à avoir, une réorganisation de la supply chain. Et puis après, il y a le volet, de notre point de vue, le volet du développement, de la construction, de l'investissement, dans lequel il serait souhaitable à terme que les Français et les Européens chassent en meute, et notamment quand on est sur d'autres géographies. Les Chinois travaillent entre Chinois, les Américains entre Américains, et les Européens se tirent dans les pattes. Et je pense que sur des géographies un peu lointaines, comme le Caucase, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud, le fait de pouvoir travailler ensemble, se coordonner sur la manière dont on adresse les marchés, essayer d'unir nos forces, à mon sens, ça permettrait d'être plus souvent successful. Voilà. Alors, une petite relance avant de passer le micro à la salle. Quand vous dites chasser en meute, qui est une expression consacrée qu'on entend beaucoup dernièrement, enfin d'ailleurs pas que dernièrement, vous mettez qui dans la meute? Les IPP français et européens, et notamment IPP. sur le volet des grands appels d'offres internationaux. Ouais. Alors IPP, je veux bien que vous me le traduisiez. Les producteurs d'énergie. D'accord, donc en fait des acteurs privés qui arriveraient à trouver des moyens de collaboration, c'est possible dans un contexte concurrentiel? Oui, je pense qu'il y a des voies de collaboration qui nous permettent d'avancer un peu plus sereinement. Et excusez-moi, je refais juste une petite parenthèse. Tout à l'heure, on parlait des barrières douanières et le fait de dire doit-on être protectionniste ou pas. Actuellement, si on parle de la Chine, ce n'est pas du protectionnisme, c'est du dumping. Et aujourd'hui, clairement, le gouvernement chinois donne des subventions très importantes pour inonder le monde de modules d'éoliennes ou de batteries. Donc, à minimum, il faudrait être en capacité de pouvoir mettre face à ces subventions des mécanismes similaires pour pouvoir se protéger. Cédric, vous montriez votre modérato par rapport à ce que vient de dire Charles Lermitz? Non, mais je ne suis pas en désaccord. Je dis qu'il faut faire attention à ne pas aller trop loin. Il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans ce domaine, évidemment. Mais je suis d'accord qu'on n'a pas été assez prudent, on a été assez naïf. Donc je suis d'accord pour qu'on fasse un certain nombre de choses. Mais en même temps, alors ce qui est mis en place, par exemple, aujourd'hui, c'est le contenu en CO2 des modules photovoltaïques à la fabrication. Mais déjà, les fabricants chinois qui se trouvent dans des grandes provinces qui sont fortement hydroélectriques arrivent à satisfaire nos exigences. Voilà, et ça les pousse à décarboner plus vite aussi. Donc voilà, c'est compliqué. Voilà. Mais je ne suis pas en désaccord. Alors, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on a déjà pas mal avancé autour de la table. Je vous propose de passer un micro dans la salle pour prendre les questions.
C'est toujours le moment fatidique, ça. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'ils se sont tous endormis? Surtout qu'en plus, on a une rampe de LED face à nous, ce qui fait qu'on ne vous voit pas très bien. Donc oui, je vois qu'on me fait signe. Donc il y a quelqu'un dans la salle qui peut donner les micros, les transmettre. Donc, aucune question, aucune réaction. Allons bon. C'est toujours la première qui est difficile à poser, hein. Alors moi, j'en ai toujours une quand même en réserve, que je vais vous adresser, Benoît Leguet, puisqu'on a parlé beaucoup des politiques à différents niveaux, et j'ai envie de dire, et le citoyen dans tout ça. Est-ce que le citoyen, il est actif dans toute cette équation que par son vote? Est-ce qu'il peut l'être également par sa capacité à investir? Capacité à investir, oui, à condition d'avoir les moyens de le faire, hein. C'est-à-dire qu'il faut sortir de la transition comme injonction. Les gars transités, c'est exactement ce qu'on a vu avec les gilets jaunes, où finalement on s'est dit, c'est très simple, hein, pour que les citoyens transitent, il suffit d'augmenter la fiscalité sur l'essence, dans un contexte de prix de l'énergie qui était déjà assez haut, premier point. Et deuxième point, en fait, il n'y avait pas de solution en face. C'est-à-dire quand vous habitez à 20 km de votre lieu de travail, que vous avez un crédit sur votre pavillon ou votre appartement, que vous venez d'acheter une voiture, etc., si on vous augmente le prix de l'essence, vous n'allez pas... en fait, vous êtes coincé. Il n'y a pas de transport en commun, vous n'allez pas racheter une voiture électrique alors que vous avez votre voiture thermique, vous n'allez pas déménager, donc vous êtes coincé, donc vous raquez. Et forcément, voilà, vous prenez un gilet jaune, des merguez, et vous allez griller les merguez sur le rond-point. Et c'est normal, c'est normal. Donc en fait, ce qu'il faut faire, s'assurer que les ménages, pour parler d'eux, ont les moyens de faire la transition. On a regardé deux éléments emblématiques côté I4C. On a regardé la rénovation des logements et l'accès à la mobilité électrique. Bonne nouvelle, la transition est plus accessible pour les ménages qu'elle ne l'était il y a 10 ans. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça coûte de l'argent public. C'est parfois un peu mal ciblé aussi. Pour reprendre mon exemple, CSP+, je n'ai pas vraiment besoin d'aide pour une voiture. Mais en revanche, la mobilité électrique notamment est beaucoup plus accessible qu'elle ne l'était il y a quelques années. Alors il y a un effet d'offre évidemment, mais il y a aussi des mécanismes un petit peu nouveaux qui ont fait leur apparition, notamment le leasing, qui a tellement bien marché qu'on a décidé de l'arrêter. Voilà. Donc ça marche pas, on arrête, ça marche bien, on arrête, et comme ça, parce que ça coûte quand même de l'argent public, hein, faut pas le nier. Sur la rénovation des logements, c'est un petit peu différent. Là, le temps de retour sur investissement, alors je sais qu'un ménage ne raisonne pas toujours en temps de retour sur investissement, mais le temps de retour sur investissement n'est pas là. C'est-à-dire que, pour le dire de façon un peu abrupte, faire de la rénovation énergétique d'un logement, d'un strict point de vue économique, ça n'a pas grand sens. Et avec des aides, l'équation redevient intéressante, mais comme ça n'a pas vraiment, disons, d'intérêt. Donc le sujet, c'est comment on continue à aider les ménages pour qu'ils fassent quand même leur transition et leur rénovation des logements. Ça a un intérêt pour l'équilibre du système électrique, hein, accessoirement. Ce n'est pas seulement de l'argent qu'on envoie dans le tuyau à perte. Et puis, le cas échéant, est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des obligations, soit du côté de la demande, soit du côté de l'offre, s'assurer qu'il y a toujours une offre de rénovation. Quand on fait des travaux un petit peu significatifs, qu'on embarque la rénovation en même temps. Donc en tout cas, il y a encore pas mal de choses. L'accès, disons, des ménages, c'est mieux qu'il y a 10 ans. Le problème, c'est que ça coûte de l'argent. Voilà. Donc la question, c'est comment on fait dans une période de budget contraint. Il faut davantage cibler, mettre sur les ménages qui en ont le plus besoin et peut-être moins cibler sur les ménages qui n'en ont pas tant besoin que ça. Merci pour ces éléments de réponse. Alors peut-être que cette question a permis de déverrouiller les questions dans la salle. Toujours pas. J'ai encore d'autres questions, hein, mais bon, c'est vrai que l'objectif, c'est aussi qu'on puisse avoir une discussion avec la salle, donc n'hésitez pas. Oui, au premier rang. Oui. Fabrice Cassin. Une question sur le règlement. L'Union européenne a lancé, Conseil en mars 2024, un règlement sur les matériaux critiques, matières premières critiques, sécuriser l'approvisionnement. 10% de l'extraction qui doit être ramenée avant 2030 en Europe, 40% des capacités disponibles de raffinage. Alors, parlez bien dans le micro, là où on est, on vous entend donc, pas très bien. Ma question porte sur le règlement sur les matériaux critiques, qui est en cours de discussion. Est-ce que la réglementation, ce serait à nouveau la réglementation qui répond à cette capacité de l'Europe à se doter de ses ressources propres,
Est-ce que vous avez une opinion générale sur ce point-là? Est-ce que la réglementation suffira pour ramener les industriels sur le territoire, sur ces matières premières critiques, lithium, cobalt, cuivre, indispensables aux batteries et à la transition énergétique sur le territoire? Peut-être Monsieur Nguyen. Oui, Merci plusieurs pour cette choses. question. D'une part, je pense que ce règlement, et c'est notamment le rôle de la réglementation, il permet de créer un marché. Et le marché qui va être sous-jacent à ça, c'est le marché aussi de la recyclabilité, qui est très important parce qu'en fait, à partir du moment où vous allez avoir des obligations d'extraction au niveau européen, vous allez aussi coupler ça à un recyclage qui va être opéré au niveau européen et vous allez créer une boucle vertueuse. On en revient à ce que disait Cédric en début d'intervention. On est vraiment là sur une différence entre l'énergie fossile de base et le matériau critique ici. C'est-à-dire qu'en plus de l'extraire au niveau européen, vous pouvez aussi le recycler sur votre sol. Ensuite, ça acte aussi une chose, c'est que cela confirme le virage qui est en train d'être opéré au niveau de la mobilité. Et ça, c'est très important parce qu'on a besoin de ces signaux politiques. On sait que la deadline de 2035 à l'heure actuelle, elle est vraiment menacée et vraisemblablement, on va revenir dessus au niveau européen, du fait de l'accord politique qui tend plutôt vers une partie de droite au niveau du Parlement européen. Et donc là, on pose en fait les jalons pour permettre justement la création des marchés et la réappropriation des matériaux au niveau européen. Par contre, ça pose une autre question, qui est la question de l'acceptabilité sociale. Et lorsqu'on est dans la question des énergies renouvelables, on est confronté de manière permanente à cette question-là. L'ouverture des mines, lorsque vous regardez ce qui a été fait au Portugal, en Serbie, ont été confrontés à des vraies problématiques de rejet de la part du voisinage. Si nous ne sommes pas en capacité d'articuler un narratif, et je ne dis pas que c'est simple, qui permettent justement d'inscrire l'ouverture de ces mines dans un plus grand projet d'ensemble, qui permettent justement de répondre à ces problématiques de sécurité énergétique, d'indépendance ou autonomie, appelez-la comme vous voulez, et en même temps de relocalisation et création d'emplois, on sera dans l'incapacité de convaincre les personnes. Et donc là-dessus, on a un réel travail qui doit être fait, pas forcément au niveau européen. C'est pas au niveau européen que j'attends pas d'Ursula von der Leyen qu'elle aille convaincre les habitants du Portugal du bienfait des mines de lithium. Là, c'est vraiment l'agencement entre les différentes échelles au niveau européen et ensuite on en découle au niveau local. Et lorsqu'on regarde ce qui a été fait au niveau des énergies renouvelables, je conclurai là-dessus, avec les récentes enquêtes d'opinion qui ont été publiées récemment, on se rend compte qu'il y a bien un décalage entre l'appréciation des politiques qui est faite du rejet des citoyens. Parce que lorsque vous vous rendez compte du résultat des enquêtes d'opinion, les Français, les Françaises sont bien plus à même d'opérer une acceptabilité des projets d'énergie renouvelable, sous conditions évidemment, comparé au triste spectacle qui est donné à l'heure actuelle en France ou en Europe. C'est Cédric Philibert. Oui, je crois qu'on a effectivement un vrai problème d'acceptabilité sociale qui est lié à l'histoire du passé minier et du passé raffinage en France, où il n'y a pas eu que des beautés. Donc il faut s'orienter directement vers ce qui se fait de mieux. Pour moi, la pierre de touche de notre capacité à refaire des mines, ce sera le succès de la mine Imerys dans l'Allier. Parce que si on ne fait pas celle-là, on n'en fera aucune autre. Parce qu'elle est exceptionnellement favorable. Pas en termes de prix, mais en termes d'environnement, elle est exceptionnellement favorable. Donc si on n'arrive pas à faire celle-là, on n'arrivera à en faire aucune. Il y a forcément une opposition locale, ça c'est normal. La question, c'est qu'il faudrait que les grandes organisations écologistes sachent faire des arbitrages clairs. Et certaines le font, d'autres ne le font pas. C'est-à-dire certaines disent oui, il faut faire ces mines. Et d'autres disent ah ben non, la biodiversité, l'eau, c'est une catastrophe, etc. Et toute mine est une horreur. Ce qui n'est pas totalement faux. Ce qui n'est surtout pas totalement vrai. Parce que si on prend l'impact global des mines sur la biodiversité, ça vient très loin derrière beaucoup d'autres choses dans les documents de l'IPBES. Ça vient derrière la surpêche, le prélèvement excessif forestier, la déforestation pour l'agriculture. Oui, Benoît qui dit le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, absolument. Les pesticides. Voilà, les espèces invasives. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses bien avant ça d'un point de vue global. Après, il y a des impacts locaux qu'il faut évidemment compenser, éviter, réduire, compenser, etc. Mais là, on est dans du souterrain, on va faire du souterrain, les impacts sont extrêmement limités.
Si on ne fait pas celle-là, on n'en fera aucune. Et c'est un vrai problème parce qu'effectivement, on ne peut pas constamment compter sur la bienveillance de gens qui sont par ailleurs compétiteurs économiquement, donc qui ont plutôt envie de nous vendre des voitures plutôt que des batteries, et des batteries plutôt que du lithium. Voilà, c'est normal d'ailleurs, mais du coup, il faut qu'on fasse des choses nous-mêmes. Et voilà, il faut en convaincre la population. Et j'insiste sur ce point. Pour moi, ça passe aussi par en convaincre les organisations écologistes, parce que les gens qui ne savent pas, ils ont tendance à faire confiance. Si les écologistes leur disent c'est pas bon, ils vont dire ah bah non, c'est pas bon pour l'écologie. Tandis que si les écologistes disent bah oui, il y a un petit problème, on va se battre pour que ce soit la meilleure mine possible, la meilleure raffinerie possible, mais c'est un projet utile, c'est tout à fait différent. Il y a des écologistes qui font ça. Je suis invité prochainement par des écologistes de Saint-Brieuc qui veulent m'inviter pour défendre le projet éolien en mer, etc. Il y en a qui sont tout à fait capables de faire ça, mais ça n'est pas généralisé. Je me bats avec eux. Si je peux me permettre sur le sujet du lithium, enfin, pour moi, ça n'est pas qu'un sujet d'extraction, c'est la localisation des capacités de raffinage. En fait, le lithium qui est raffiné aujourd'hui en Chine provient de multiples pays. Donc il faut qu'on soit en capacité aujourd'hui de diversifier nos approvisionnements en lithium. Et on a des champions français comme Eramet qui le font très bien. Et ça vient de différents pays. Et derrière ça, c'est plutôt des capacités de raffinage qu'il faut installer en Europe, qui sont peut-être un peu moins sujets aux problèmes d'acceptabilité locale, parce que plus créateurs d'emplois, plus... voilà. Enfin, sous réserve, bien sûr. J'avoue que je ne me représente pas ce que c'est qu'une unité de raffinage de lithium. C'est une usine lambda ou... Oui, c'est une usine lambda, ouais. D'accord, bon. Alors, a-t-on des questions, des réactions dans la salle? Sinon, moi, je peux enchaîner, pas de souci. Mais je vous le redis, l'objectif, c'est de pouvoir échanger avec vous prioritairement et de répondre à vos questions si vous en avez. Toujours pas. Écoutez, du coup, moi, je vais me permettre de vous relancer une dernière fois sous la forme d'une question ouverte, qui est une question que, quelque part, je ne peux poser que lors de cette table ronde. Vous avez tous évoqué plus ou moins de près ou de loin la nécessité d'une vision, d'une planification, d'une programmation, voire plus loin d'une planification. Je fais le lien avec l'actualité. On a un Premier ministre pour on ne sait pas encore combien de temps qui vient de dire que la réforme des retraites ne serait pas mise en œuvre avant la prochaine élection présidentielle. C'est vrai qu'on peut le comprendre. Aujourd'hui, les pouvoirs publics ne sont pas dans une... Enfin, les élus ne sont pas dans la meilleure circonstance pour pouvoir dérouler avant la prochaine échéance présidentielle. Et quid si on n'a pas de PPE avant 2027? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai envie de vous poser pour chacun à votre niveau, qu'est-ce que vous pensez que ça peut susciter du point de vue du développeur de projet, du point de vue des analystes quid si on n'a pas de PPE? Est-ce que c'est du business as usual ou est-ce que c'est du business descendant? Non, parce qu'on est sous l'emprise de la PPE2 qui prévoit de fermer 12 réacteurs nucléaires. Donc je pense qu'on aura une PPE3 avant. Pour vous, c'est une nécessité. Mais si on n'a pas, si elle est soumise... On fermera 312 centrales nucléaires. Blackout. Si vous voulez que je vous dise. Bon. Faudra développer rapidement des énergies renouvelables. Alors pour répondre du point de vue du développeur que nous sommes en France, si on n'a pas de visibilité, on va probablement réduire un peu la toile du développement. Donc c'est ça l'impact direct. On risque probablement de geler certains projets, d'allouer moins d'argent au développement de ces projets-là. Après, il me semble qu'il y a également des outils qui permettent de réorganiser des appels d'offres dans le cadre de la PPE2. Enfin, oui, certains sur l'éolien offshore, je crois qu'on peut faire quelques gigawatts qui n'ont pas été attribués encore dans le cadre de la PPE2. Il y a moyen de faire encore des choses, mais franchement, ça va devenir de plus en plus critique quand même. Vous, c'est des scénarios que vous avez intégrés dans vos business models? Enfin, vous n'êtes pas DAF, vous êtes directeur des opérations, mais... Non, mais on est en pleine préparation budgétaire, enfin on est en plein budget pour être très clair, et bien évidemment on élabore ces scénarios. Ouais. Benoît Leguet, je vous ai vu... Oui, moi, je ne crois pas beaucoup au fait qu'on ne va pas avoir de PPE. Très honnêtement, enfin, alors, j'avais pas en tête ce qu'a mentionné Cédric, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Mais moi, il me semble que les conditions politiques aujourd'hui sont quand même réunies. Enfin, le débat technique a déjà eu lieu. Enfin, je veux dire, le match, c'est pas...
enfin comment dire, avec la PPE, on refait un mauvais feuilleton. Là, PPE, PPL, Grémillet, enfin je mets tout ça un peu dans le même sac. On refait un mauvais feuilleton, nucléaire versus renouvelable. Bon. Alors je suis désolé de le dire ici, il y aura du nucléaire, hein. Mais il y aura aussi du renouvelable. Enfin, je veux dire, il y aura les deux, voilà. Donc, Je crois que ça fâche plus personne ici, hein. non, mais ça fâche. Mais exactement. Mais donc, qu'est-ce que la représentation nationale nous fait autour de la PPL Grémillet et tout ça? Je ne comprends même pas. Je veux dire, le match, c'est pas ça. Le match, c'est, comme disait Cédric, comment on électrifie les usages. Et alors après, pour ceux qui s'intéressent au nucléaire, la deuxième question, c'est comment est-ce que EDF va réussir à porter les investissements nécessaires. Voilà. Ça me semble quand même deux questions un peu plus structurantes que c'est quoi la proportion nucléaire, renouvelable, machin truc. Donc, on lance la PPE, boum, on la signe. Ça permet de lancer les appels d'offres sans passer par des arguties du type est-ce qu'on utilise les reliquats de la PPE2 ou je sais pas quoi. Et le risque de fausse route politique est pour moi limité. C'est-à-dire que je ne vois pas honnêtement qui ensuite va censurer le gouvernement sur la PPE. Et le risque de fausse route techno est par ailleurs limité. Je veux dire, une fois que le Parlement a délibéré autour de la PPL Grémillet, l'a passé ou pas, je ne sais pas, bref, eh ben on fait un décret correctif, mais ça permet au moins aux industriels de lancer tout un tas de choses, quitte à corriger ensuite. Je veux dire, un PMT, ça se passe jamais comme prévu, évidemment, c'est le but du jeu, mais au moins ça canalise les énergies, ça permet de lancer les trucs, et puis après, ben, en fonction des nouvelles informations, vous ajustez. Mais là, on est dans une situation où finalement tout le monde se regarde en disant bah vas-y toi, non, vas-y, ah signe la PPE, ah ben non, j'y vais pas. C'est absurde. Cédric Philibert, juste Non, mais avant de je suis passer la d'accord, parole à d'autant Philippe. que ceux qui ont dit qu'ils censureraient si la PPE sortait, ont dit qu'ils censureraient de toute façon. Donc ils se sont privés eux-mêmes de tout levier là-dessus. Donc il n'y a plus aucune raison d'attendre. Fouqueville Nguyen pour le mot de la fin. Oui, je voudrais aussi insister sur les conséquences que toutes ces tergiversations ont vis-à-vis du niveau européen. Si nous n'avons pas de plan, si on n'est pas en capacité de déployer des objectifs, pourquoi est-ce que les autres le font? Ils pourraient prendre l'exemple de la France en disant mais regardez, nos objectifs climatiques au niveau européen, on ne va pas les tenir parce qu'un grand pays aussi polluant que la France ne les tient pas, n'arrive pas à se mettre d'accord sur de simples déploiements et la mise en place d'objectifs renouvelables ou que sais-je. Et donc là, on met en péril en fait l'architecture européenne de l'Europe de l'énergie. Donc il faut aussi penser au-delà que un peu notre nombril sur ces questions-là. Et c'est très dangereux, je finis là-dessus Cédric, dans le cadre des négociations qui vont avoir lieu vis-à-vis de la cible 2040. On en discute beaucoup au niveau européen à l'heure actuelle. Les chefs d'État et de gouvernement vont se réunir et la débattre au cours de la semaine prochaine. Le triste spectacle qui est donné par la France à l'heure actuelle n'aide pas à la fois à avoir un poids politique au niveau européen et ensuite risque de créer des petits derrière. Européen et mondial, hein, on a la COP qui arrive, on va arriver à poil. Eh bien, c'est dit. Merci à vous, messieurs, donc, pour nous avoir partagé vos visions sur la géopolitique de l'énergie. On peut les remercier.